Bonjour et bienvenue aux entrevues menées par la chaire de coopération Guy Bernier. Donc aujourd'hui, on vous propose d'explorer un nouveau thème, soit celui de la motivation chez les dirigeants de Caisse Desjardins. Pour ce faire, on rencontre Mme Sylvie Guerrero, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, qui a mené cette étude en collaboration avec M. Michel Séguin. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Oui, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord le contexte de votre étude, en quoi ça menait, quel était votre sujet? Oui, avec plaisir. Moi, c'est une étude que l'on a menée donc, chez Desjardins. On l'a menée en 2005. L'objectif était de comprendre ce qui pouvait aider et motiver les membres de CA à bien s'engager dans leur rôle et à bien coopérer au sein des CA. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait 530 CA à peu près chez Desjardins. Depuis, avec les fusions, il y en a un petit peu moins, mais à l'époque, c'était 530 CA, près de 7000 membres de CA. Et sur ces 7000, on en a interrogé 691 qui ont été tirés au sort. Et c'est sur la base de ces 691 répondants que nous avons mené notre étude pour essayer de comprendre un petit peu ce qui les motive à siéger sur un CA, et également si la manière dont ils sont motivés les aide en quelque sorte à bien exercer leur rôle au sein du CA. OK. Puis, vous me parlez de rôle en termes de dirigeant. C'est quoi le rôle d'un dirigeant de caisse chez Desjardins? Traditionnellement, qu'est-ce qu'on entend par là? Idéalement, on considère qu'il y a deux types de rôles. Okay. Il y a un rôle dit de contrôle ou d'audit, où là, les membres du conseil d'administration ont pour mission de vérifier la stratégie de l'entreprise, vérifier les comptes, vérifier que les décisions qui sont prises sont responsables, sont en lien avec les valeurs organisationnelles, assurent la pérennité financière de l'entreprise. Donc ça, c'est plus le rôle de contrôle et d'audit. Et puis également un rôle de service, un rôle de soutien, puisque les membres du CA peuvent apporter leur réseau, peuvent apporter leurs connaissances dans divers domaines selon leur expertise et leur réseau d'appartenance. Ils ont aussi pour mission de représenter la caisse à l'extérieur. Et donc, quand il y a des manifestations, quand il y a des animations qui se déroulent dans la communauté, s'ils sont présents, ça fait aussi partie de leur rôle. C'est ce que l'on appelle le rôle ou la tâche de service versus la tâche de contrôle que je présentais tout à l'heure. Et on considère que ces deux rôles majeurs se font en exerçant un minimum de coopération au sein du CA, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver ni à contrôler, ni à rendre service si on ne collabore pas en termes d'échange d'informations, de partage d'informations, de questions auxquelles on répond, de transparence dans les réponses pour pouvoir ensuite servir les rôles correctement. OK. Puis si je comprends bien, dans le fond, c'est que vous avez mesuré, ou du moins vous avez étudié le rôle, l'engagement du moins des dirigeants dans ces deux rôles-là. Oui. En quoi c'est important? En fait, il faut savoir qu'on a beaucoup reproché, on reproche encore aux membres du CA d'être passifs. D'agir simplement comme des robots qui vont valider un certain nombre de décisions. En anglais, on dit du rubber stamping. Qu'est-ce que ça ne veut rien? Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas forcément proactifs, pas suffisamment proactifs, de sorte que on est plus dans des logiques d'appartenance à des clubs fermés, de cooptation, où finalement on nomme des gens dans des CA simplement parce qu'on les connaît, pour avoir une paix sociale, mais pas forcément pour être confronté, pas forcément pour avoir un esprit critique, constructif, mais critique. Et c'est un petit peu ce qu'on a reproché au CA, et on a d'ailleurs démontré que dans les CA qui étaient trop passifs, il y avait à terme une perte d'efficacité organisationnelle. Donc cela pouvait nuire en quelque sorte aux performances organisationnelles. Donc voilà pourquoi c'est important d'adresser ce point-là. On l'a vu avec la crise de 2008, les banqueroutes, la menace des banques, surtout dans une institution financière comme Desjardins, on a vraiment besoin d'avoir des membres du CA qui soient proactifs et qui soient conscients des responsabilités qui leur incombent. OK. Donc, dans le fond, on va aller voir un peu c'est quoi les motivations pour eux d'appartenir à ce CA-là, donc d'avoir leur rôle. Puis, en termes d'études au niveau pratique, comment vous avez procédé? Donc, comment on mesure ça, la motivation chez les dirigeants? Bien, nous, l'idée qu'on avait, c'était de se dire, bon, mais s'il y a beaucoup de cooptation, s'il y a beaucoup de réseautage dans les CA, c'est peut-être parce que les gens ne viennent pas pour les motivations idéales. Et ce serait quoi la motivation idéale? Ce serait servir la cause organisationnelle, les objectifs, les valeurs organisationnelles. Donc, ce que l'on a mesuré, c'est cette motivation
à servir l'organisation. Et on considérait qu'au plus on est motivé à servir l'organisation, mais au plus on devrait trouver des gens qui ont envie de coopérer, qui ont envie de s'engager dans leur rôle de contrôle et de service. Mais on s'est dit que ce n'est pas la seule motivation en fait, qui existe. Okay. Si on a constaté dans le passé qu'ils étaient passifs ou qu'ils venaient par flatterie ou par désir d'appartenance à des réseaux, on s'est dit qu'on allait mesurer d'autres formes de motivation un petit peu compétitives ou complémentaires, c'est ce qu'on voulait explorer. On a regardé par exemple le besoin d'identification, puisqu'on sait que les gens qui veulent appartenir à des réseaux sont motivés par le souci du statut social que va leur procurer leur groupe d'appartenance, et le besoin d'identification fait partie des raisons pour lesquelles donc, on pourrait décider de siéger sur un CA, indépendamment au final de l'intérêt de servir la cause organisationnelle. D'accord. Et dans la même veine, on a regardé aussi la motivation à servir ses intérêts propres. Puisque siéger sur un CA, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de connaître des personnes qui pourraient nous aider, par exemple, à développer les affaires. On est un avocat, ça peut être intéressant de siéger sur un CA de caisse. Chaque fois qu'il y a une hypothèque qui est signée, ah ben tiens, voilà, moi je suis notaire ou je suis avocat, on a peut-être des choses à faire. Donc, on s'est dit ça peut être aussi intéressant de regarder ce type de motivation pour voir dans quelle mesure ils peuvent nuire ou ils peuvent aider à l'exercice du rôle. Et les hypothèses que l'on avait formulées étaient de dire, bon, ce qui compte essentiellement, c'est la motivation pro-organisationnelle, puisque c'est la motivation à servir la cause qui devrait idéalement améliorer l'engagement dans les rôles et la coopération. On s'est dit que le besoin d'identification peut aider également. Ça peut être quelque chose de positif et les deux combinés peuvent se renforcer mutuellement. Mais à l'inverse, servir des intérêts personnels, ça peut se faire au détriment d'une cause organisationnelle. Si moi, ce que je vise, c'est mes réseaux d'affaires, je me moque finalement de l'efficacité organisationnelle. Et donc là, on a fait l'hypothèse inverse qui était de dire que si jamais cette motivation pro-organisationnelle est combinée avec plutôt des souhaits plus personnels, plus liés à l'atteinte d'objectifs vraiment personnels, ça peut nuire à l'exercice du rôle. Donc voilà un petit peu les hypothèses que l'on avait formulées et qui ont été en partie validées. Ah oui, ça c'est la partie qui nous intéresse le plus en fait parce qu'on a tout le modèle, toute la théorie. Puis est-ce que les résultats étaient alignés avec vos attentes? Avez-vous été surprise? Oui, on constate qu'effectivement c'est la motivation à servir la cause organisationnelle qui est le plus en lien, la plus fortement liée à la coopération, à l'engagement dans ces rôles et de contrôle et de service. Et notamment de contrôle, c'était intéressant parce que c'est un rôle plus ingrat, c'est un rôle qui est plus difficile, il faut être plus critique. Et non, ça ne nuit pas du tout à l'exercice des trois rôles. Et on s'est rendu compte que le désir de servir aussi des intérêts plus personnels atténuait les bienfaits de cette motivation, notamment en lien avec la coopération. OK. Donc, les résultats étaient quand même alignés avec les attentes, qui est une bonne nouvelle en soi. Et au niveau pratique, auriez-vous des suggestions à faire? Ben oui, parce que l'idée d'interroger et de se questionner sur la motivation des membres d'un CA, c'était de se dire, bon, qu'est-ce que ça peut nous aider à apprendre sur comment recruter, comment former, comment développer un CA qui encouragerait la motivation à servir la cause organisationnelle. Alors c'est sûr que dans des entreprises comme Desjardins, qui sont des coopératives, les membres sont élus par l'Assemblée générale, mais on peut quand même faire des suggestions de noms, et on pourrait donc inclure dans la sélection des aspects liés aux besoins et aux motivations qui animent les personnes à siéger sur un CA. Et c'est encore plus valable si on transfère ça à des CA d'entreprises privées ou à capitaux privés, où là... ou plus classique, on va dire, puisque là, c'est quand même un capitaux privé, puisque là, la cooptation est encore plus forte, sans doute. Et en tout cas, elle a été plus observée. Donc ça, ce serait le premier enseignement, c'est de se dire, bon, dans les critères de sélection, essayons de voir un petit peu pourquoi les gens veulent venir siéger. Donc, de ne pas simplement accepter la candidature de quelqu'un, parce qu'on sait que parfois, ça peut être plus difficile de recruter des gens dans les CA. Donc,
pas accepter simplement au niveau de la disponibilité, mais d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, pourquoi la personne a envie de faire partie du conseil d'administration. Oui, exactement. Et ne pas se contenter d'une recommandation en se disant, bon, cette personne a été recommandée, très bien, on va la prendre. Si la personne siège déjà sur 2 CA, il y a peut-être au bout d'un moment des questions à se poser, par exemple. Donc, ça, ce serait une première suggestion. Le deuxième point, c'est attrait à la formation. On ne peut pas forcément, on n'a pas non plus un choix large de personnes qui veulent siéger sur un CA. Ce n'est pas toujours facile de trouver les personnes que l'on recherche. Ça peut aussi se développer, la motivation à servir la cause organisationnelle peut se développer à travers le climat qui règne au sein du CA. Et là, il y a le rôle du président du CA, le rôle du DG aussi qui siège sur le CA est important parce que ce sont eux qui animent, ce sont eux qui transmettent l'information, ce sont eux qui ont pour rôle de préparer les rencontres. Donc c'est à eux aussi que revêt la responsabilité de s'assurer que tout le monde collabore, que tout le monde se sent responsable, que tout le monde prépare les rencontres, que tout le monde se sent impliqué dans la prise de décision. Et qu'on utilise au mieux les compétences de chacun. En fonction du thème, en fonction du type de dossier, du type de décision à prendre, il y a sans doute des personnes qui ont plus d'expertise que d'autres. Donc comment on engage et on implique toutes ces personnes dans le processus, comment on les consulte. Ça, c'est quand même beaucoup de la responsabilité des 2 personnages principaux qui sont le président du CA et le DG. C'est souvent de leur responsabilité de créer cette culture qui va favoriser l'engagement de chacun. Donc, on va d'un côté développer les habiletés à pouvoir avoir des motivations qui sont orientées vers les intérêts de l'organisation, mais d'un autre côté aussi d'essayer de développer cette culture ou ce climat qui va favoriser ce type de motivation. Oui, la motivation, elle émane de besoins individuels. Donc, la motivation à servir une organisation, en général, on se rend compte qu'elle émane de besoins altruistes, donc de traits de personnalité ou de disposition à servir autrui ou à servir une cause. Mais elle peut aussi se construire à travers un environnement. Donc, elle est aussi liée à la situation autour de nous. Donc, on peut la développer au sein du CA. On peut aussi former les membres du CA pour les former à exercer leur rôle, les former à exercer leurs responsabilités. Et parfois, c'est intéressant de suivre 1 ou 2 fois par an des formations, même quand on siège sur un CA depuis un certain temps. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, la réglementation évolue. Ça peut être intéressant de donner une petite piqûre de rappel ou de présenter les nouveautés à des membres qui siègent depuis plusieurs années pour leur rappeler en quelque sorte quels sont leurs devoirs et ce à quoi ils s'engagent quand ils siègent sur un CA. C'est bien intéressant, en fait. Et puis, en termes de recherche, est-ce que vous avez des pistes futures qui est associées à cette piste? Est-ce que vous comptez amener ça sur un autre niveau? Oui, on a mené à la suite de cela une étude justement sur le leadership au sein des CA et comment le binôme président de CA et DG fonctionne et selon la qualité du tandem et leur style de leadership, justement, est-ce que la motivation et l'engagement dans les rôles sont affectés ou pas. Donc, on a poursuivi justement avec cette recherche en complément de ce que l'on avait déjà trouvé et on continue dans la même veine sur d'autres projets de cette nature. Oui. Alors, on va être obligé de vous réinviter pour que vous nous parliez de ces projets de recherche. On dirait que c'est déjà trop court pour avoir toute l'information. Donc, je vous remercie grandement d'avoir participé aujourd'hui, puis au plaisir d'entendre sur vos projets de recherche futurs. Merci beaucoup, Andrea. Merci. Au revoir.